Eh ben, si la période d'Edo se caractérise par la création d'un gouvernement de guerriers, c'est bien au sens strict du terme à partir du XVIIe siècle, les samouraïs japonais deviennent des administrateurs. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Avant même la création du nouveau Bakufu d'Edo, Toyotomi Hideyoshi, le deuxième homme à l'origine de la réunification du Japon, lance en 1588 une chasse au sabre dans toutes les campagnes de l'archipel. Chaque paysan, sans aucune exception, est délesté de son arme pour éviter, bien sûr, de nouvelles tentatives de révolte dans les provinces. Désormais, le désarmement de la paysannerie permet de marquer une différence claire entre le statut de roturier et celui de guerrier noble. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la nouvelle fonction administrative des samouraïs? Bien globalement, une nation qui se désarme est une nation qui assoit clairement sa volonté de mettre tout conflit derrière elle. Les paysans ne peuvent plus se battre, le port du sabre devient un signe d'appartenance à la classe dominante au même titre que les vêtements. Donc désormais, chaque samouraï est vêtu d'un kimono, au-dessus duquel il porte une large veste avec un pantalon tout aussi ample. À sa ceinture, 2 sabres sont accrochés, un long et un court, qui symbolisent ensemble le droit de vie et de mort qu'un guerrier possède sur le reste de la population. Dans les faits, ce droit, appelé Kirisu Gomen, n'est pas utilisé. Les sabres sont donc bel et bien et avant toute chose un ornement symbolique qui témoigne du statut social du guerrier. C'est un privilège honorifique. Les samouraïs ne sont donc plus réquisitionnés pour la moindre bataille, vous l'avez compris, et s'ils sont arrivés au pouvoir par les armes, eh bien c'est clair qu'il faut désormais pour eux acquérir de toutes nouvelles compétences pour conserver justement ce pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir fonctionnaires. La société, et j'allais dire les sociétés, sont faites comme ça, qu'elles se ressemblent finalement beaucoup plus que ce qu'on pouvait croire. Cette nouvelle classe des samouraïs peut effectivement nous faire penser à la distinction entre noblesse de cour et noblesse d'épée sous l'Ancien Régime en France, à ça près quand même que les guerriers japonais ne se scindent pas, eux, en 2 groupes, mais ils évoluent tous dans la même direction, encore une fois, celle des lettres. Pour le Japon du siècle précédent, la voie du guerrier, c'était celle des armes. Le samouraï suivait une ligne de conduite simple, qu'on appelait le bushido, renvoyant au caractère martial de son service. Il était en d'autres termes une sorte d'escorte armée pour son seigneur. Pendant la période d'Edo, la voie du guerrier glisse vers le budo, un terme qui englobe à la fois le bushi, le service par les armes, et le bunshi, un mot dérivé du bundo chinois, et qui désigne la voie des lettres. L'origine de cette nouvelle appellation est quand même extrêmement importante. Si le terme bundo, donc voie des lettres, vient de la culture chinoise, eh bien c'est en fait son système d'écriture au grand complet que le Japon importe tout simplement de Chine. C'est l'essence même de la période d'Edo, son ambiguïté sous-jacente, si j'ose dire. D'un côté, les soldats entraînés militairement, professionnels de la guerre, qui se transforment en hommes de lettres, et de l'autre, cette culture japonaise qui se développe en fait sur les traces des civilisations chinoises et coréennes au moment même où l'archipel décide justement de se couper du monde extérieur. Et comment donner finalement un sens à ces contradictions? J'ai mentionné tout à l'heure la présence des idéologistes bouddhistes et confucianistes au sein de la civilisation nippone. Sous l'influence de la Chine, ces 2 idéologies sont arrivées dans l'archipel bien avant la période d'Edo et finalement se sont immiscées à tous les niveaux de la société japonaise. Que ce soit dans le système politique, la vie privée, les loisirs ou la religion, le Japon respire au rythme imposé par le confucianisme et le bouddhisme. Ça explique premièrement la haute importance des lettres dans la culture japonaise, mais ça explique aussi pourquoi la plupart des textes fondamentaux et éducatifs du Japon proviennent de Chine. La majorité des livres lus par les habitants de l'archipel ne sont d'ailleurs que des traductions d'œuvres chinoises, et le système d'écriture utilisé est lui-même dérivé de la calligraphie et des symboles utilisés dans l'Empire du Milieu. En bref, le courant de pensée confucianiste, transmis par les textes venant du continent, régit le fonctionnement du bakufu et des hiérarchies sociales et familiales instaurées dans le pays. Ces principes sont très importants pour la nation nippone et constituent la fondation de
toute la culture artistique et sociale du Japon. C'est pour ça que c'est important. Pas étonnant donc que le shogun se rebelle violemment contre les missionnaires espagnols et portugais qui essaient de convertir les habitants de l'archipel au christianisme. La présence d'une autre religion ou d'une autre foi à laquelle les Japonais pourraient adhérer semble tout bonnement inconcevable pour le gouvernement guerrier à qui le système confucianiste profite grandement. En 1613, le gouvernement guerrier prend des mesures drastiques et interdit purement et simplement cette religion occidentale. En 1624, il est d'ailleurs décidé par décret que les Espagnols ont interdiction de poser le pied sur le sol nippon. Pire, dès 1635, les Japonais n'ont plus le droit de sortir du pays ou d'y revenir s'ils en sont sortis, imaginez un peu. Le souci, c'est que de telles mesures finissent par énerver la population et notamment les paysans dont la vie est déjà relativement contrôlée. Ils s'associent donc aux quelques chrétiens japonais systématiquement persécutés et entament des mouvements de révolte sanglants entraînant des milliers de morts pendant par exemple la rébellion de Shimabara en 1637. Pour éviter que cette situation ne se reproduise et que les nations étrangères ne recréent des dissensions au sein de l'archipel, le shogun décide de renforcer encore son isolationnisme en fermant ses portes carrément à tout le monde extérieur. À partir de 1639, les seuls étrangers tolérés sur les territoires sont les marchands hollandais installés à Dejima, les Chinois de Nagasaki et les Coréens de Tsushima. On le voit, si la période d'Edo commence par l'instauration d'une politique isolationniste marquée, elle n'entre en fait pas du tout en contradiction avec l'influence constante qu'exerce la Chine sur la civilisation nippone. Au contraire même, c'est justement les étroites relations qu'entretiennent les deux nations sur le plan culturel qui expliquent le renfermement du Japon sur lui-même. Les idéologies confucianistes et bouddhistes importés encore une fois de l'Empire du Milieu, sont hautement honorés et ne laissent alors aucune place aux mœurs et religions occidentales dont l'archipel tente encore une fois de se protéger. Finalement, le contrôle idéologique du Bakufu pendant la période d'Edo est presque inexistant et ne concerne que la religion. Le christianisme est interdit et avec lui tout étranger cherchant à endoctriner les Japonais vers cette foi ou n'importe quelle autre. Mais revenons à nos samouraïs. Même s'ils bénéficient tous d'une bonne éducation et ils ont tous le privilège de devenir des lettrés, seule une partie d'entre eux finit par accéder au poste de fonctionnaire. Évidemment, il n'y a pas 10 000 postes de fonctionnaires. Les besoins de main-d'œuvre dans les administrations du Bakufu sont effectivement bien inférieurs au nombre de soldats disponibles. C'est encore une fois la loi de l'offre et de la demande.